Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Cette semaine, on a le grand plaisir d'accueillir Amine Bennis, qui est directeur général adjoint en charge du pôle finance du groupe La Belle Vie. Amine, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir et avec nous également, comme d'habitude, Abdelrazak Mghraoui, notre consultant marché des capitaux. Comment ça va, Abdelrazak? Ça va très bien, Adil, merci. Bonjour Amine. Bonjour. Alors, messieurs, on va prendre une première partie de l'émission pour parler un peu de l'activité de La Belle Vie avec vous, Amine Bennis, revenir un peu sur les réalisations de 2023, mais se projeter surtout dans les perspectives de croissance du groupe. Et puis, dans une deuxième partie, on va continuer, Abdelrazak, sur notre analyse des résultats des entreprises avec vous. Donc, vous avez concocté quelques copies qu'on va essayer d'analyser ensemble. Alors, allons-y messieurs, et on commence par vous, Amine Bennis. Je retiens de cette année 2023 notamment une croissance à deux chiffres, encore une fois du chiffre d'affaires en global, mais également à périmètre constant du groupe La Belle Vie. Qu'est-ce qu'on doit retenir d'autre de vos réalisations cette année? D'abord, une année marquée par de très bonnes performances, aussi bien commerciales que financières, ce que vous venez de dire. Des performances qu'on peut retenir, c'est d'abord, c'est deux, trois points importants. D'abord, la croissance. Vous l'avez signalé, la croissance de notre chiffre d'affaires qui s'est établi à 15,8 milliards cette année, une progression de 13% par rapport à l'année dernière. C'est à peu près 1,8 milliard de dirhams de progression de chiffre d'affaires entre 2022 et 2023. Ensuite, sur le plan de la rentabilité, là aussi, l'année et la performance a été très très bonne au cours de l'année 2023, puisque notre excédent brut d'exploitation s'est établi à 1,325 milliard de dirhams. Il est aussi en progression de 9% par rapport à l'année passée. C'est 110 millions de dirhams de plus que l'année passée. Ces performances-là, très très bonnes, ont été réalisées en dépit d'un contexte macroéconomique compliqué, avec des tensions sur le pouvoir d'achat. On l'a vécu en début d'année, on l'a continué aussi de le vivre tout au long de l'année. Et ces performances ont été réalisées grâce à l'effort et à la conjugaison de plusieurs facteurs et réalisations du groupe. Le premier, on peut le dire, c'est l'expansion et l'ouverture de nouveaux magasins. En 2023, le groupe a ouvert 24 nouveaux magasins, ce qui a porté le nombre total de nos magasins à 179 magasins au terme de l'exercice 2023. On a augmenté aussi, on a renforcé notre présence dans les villes historiques, mais on a augmenté notre capillarité. On a ouvert des magasins dans 3 nouvelles villes, plutôt de taille moyenne, comme Bouzneka, comme Hedsoualem, comme Ouadzem, où on a pour la première fois implanté des Carrefour Market. Donc ça, c'est un premier facteur expliquant ces performances. Un deuxième facteur important qui peut expliquer ces performances, c'est la politique commerciale qu'a adoptée le groupe sur cette année 2023, où on a maintenu et poursuivi le dispositif anti-inflation, le dispositif de soutien au pouvoir d'achat. Le groupe conscient qu'il doit entretenir cette dimension de soutien au pouvoir d'achat, surtout quand on connaît des années de tension sur les pouvoirs d'achat. C'est quoi concrètement? Vous bloquez les prix sur les produits? Plusieurs actions qui permettent d'apporter du pouvoir d'achat aux clients. On peut bloquer les prix, on peut lancer des programmes de bons d'achat et de distribution de bons d'achat. On peut ne pas appliquer les augmentations suite aux inflations. On peut augmenter la part des promotions et l'agressivité des promotions dans nos magasins. C'est une panoplie d'actions qui est lancée. On peut utiliser aussi nos cartes fidélité. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir en accordant des avantages importants aux détenteurs de cartes de fidélité. Tout cet effort-là, ça coûte combien? Vous l'avez chiffré, cet effort? Oui, s'inscrit dans ce dispositif anti-inflation et qui a coûté, en termes d'investissement sur le prix de vente, 250 millions de dirhams au groupe sur l'année 2023. Mais c'est une réussite d'abord commerciale, puisque ça nous a permis de réaliser les progressions de chiffre d'affaires dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ça améliore aussi, et ça inscrit et ça conforte la position du groupe en tant qu'acteur économique et responsable dans notre marché, dans notre pays. Très bien. Alors beaucoup de nouveautés, hein. Il y en a une qui vous a particulièrement intrigué, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Moi, j'ai retenu un fait important qui a été annoncé, je pense, en septembre. C'est le lancement de la franchise du groupe La Belle Vie sous la marque Carrefour ou Carrefour Express. Donc, bon, j'avais des questions autour de ça, si vous permettez, c'est Amine. C'est d'abord pourquoi ce virage? Est-ce que c'est justifié par un niveau de CAPEX, un choix en termes de CAPEX? Donc,
On sait que les CAPEX, comme vous avez annoncé, que ça va être supporté par les franchisés. Est-ce que c'est lié à la marge? Ça veut dire, autrement dit, quel est le modèle qui génère le plus de marge? Est-ce que le modèle où vous êtes propriétaire du magasin ou le modèle franchisé? Et dans un deuxième temps, si vous permettez, toujours sur le même sujet des franchises, quelles ont été les premières réalisations au titre de ce programme et quels sont le potentiel de ce programme en termes d'ouverture? Merci beaucoup pour la question, Sabrzak. Je commencerai peut-être juste par définir ce concept-là, au fait, ce programme de franchise qui a été lancé. On est beaucoup plus habitué à des franchises sur des magasins, sur d'autres types de distribution, comme le textile ou comme la restauration. C'est le premier programme de franchise au Maroc qui touche les enseignes de distribution alimentaire. Alors, le groupe aujourd'hui, sur un réseau d'à peu près 180 magasins, il est propriétaire du fonds de commerce et il les gère lui-même. C'est-à-dire c'est des salariés du groupe La Belle Vie aujourd'hui qui sont présents dans les magasins et qui gèrent le magasin pour le compte du groupe La Belle Vie. Le programme franchise permet de signer des accords avec des indépendants, franchisés, partenaires qui vont exploiter les magasins pour leur propre compte sous l'enseigne Carrefour Market. Leur magasin? Leur magasin sous l'enseigne Carrefour Market. C'est des indépendants, c'est des entrepreneurs indépendants, franchisés et partenaires qui sont liés par un contrat de franchise avec le groupe Market, avec le groupe La Belle Vie, mais qui gèrent leur propre supermarché. Bien sûr, avec des obligations et des obligations, et voilà, entre les deux, des engagements et des obligations pour les deux parties. Vous les soutenez, ces franchisés? Oui, ça c'est la première question. Ensuite, et vous avez raison de poser la question, c'est un programme qu'on veut complètement ouvert. C'est d'abord, il s'adresse à tout type de profil. Il peut s'adresser à des commerçants qui ont leur propre commerce aujourd'hui et qui souhaitent le convertir en enseigne Carrefour Market et signer ce contrat de franchise. Il s'adresse aussi à des personnes qui ont un local ou qui ont loué un local et qui veulent installer un supermarché pour l'exploiter sous l'enseigne Carrefour Market. Et ça peut s'adresser à tout type d'entrepreneur qui veut se lancer dans ce type de métier pour son propre compte. Ensuite, c'est un programme gagnant-gagnant. Et c'est bien, je reviens à votre question, c'est un programme gagnant-gagnant parce qu'il est prouvé internationalement. La franchise est un programme international qu'on se propose de déployer aussi au Maroc, mais il est prouvé que le passage d'un magasin géré en mode intégré à un magasin géré en mode franchise apporte 3 à 5 points de BE supplémentaires. Le fait... C'est Amine pour qui? Pour le magasin de manière ou pour globale. La Belle Vie? Le magasin améliore sa performance de 3 à 5 points. C'est un programme gagnant-gagnant parce que c'est cette marge supplémentaire qui est apportée grâce au switch sur la franchise qui est partagée de manière équitable entre les deux partenaires. Le franchisé qui a réalisé lui-même cette performance grâce à son implication, parce que ce qui permet d'augmenter ces marges-là, c'est que c'est le propriétaire du business lui-même qui est sur place et qui gère lui-même son business. C'est plus un salarié qui doit quitter à l'heure. Qui le fera forcément beaucoup mieux qu'un salarié. Peut-être la proximité qui joue un rôle. Proximité, l'accueil du client, l'adaptation aussi de l'assortiment à la clientèle, l'adaptation peut-être du prix aussi, la meilleure gestion du magasin en termes de démarque, c'est-à-dire la perdition qu'on peut avoir de la marchandise. Quand c'est notre propre business, on est peut-être un peu plus vigilant, etc. Tous ces facteurs font que la performance du magasin s'améliore de 3 à 5 points qui est partagée entre les deux. Il y a des droits et des obligations aux deux. Le franchisé a l'obligation de suivre la charte globale et de bien tenir le magasin. La Belle Vie lui apporte d'abord sa centrale d'achat, parce que ce franchisé achète la marchandise c'est le groupe La Belle Vie avec les conditions d'une centrale d'achat qui fait aujourd'hui 15,8 milliards de chiffre d'affaires. Ensuite, elle lui apporte son outil d'exploitation. Le groupe La Belle Vie a 180 magasins. Elle a développé un outil informatique. Elle a développé une charte qui plaît aux clients et qui marche aux clients. Et ensuite, son expertise aussi, parce qu'il y a un transfert de compétences, une formation, un accompagnement qui fait qu'on doit être et rester dans ce cadre win-win et en tant que partenaire
la réussite du programme passe par le gain que réalisera ce partenaire. Je voudrais aussi souligner quelque chose d'important. On est présent dans le groupe Label Vie sur plusieurs formats d'activité qui part d'un petit format Supéco qui fait 200 mètres carrés jusqu'à l'hypermarché qui peut faire 10 000 mètres carrés. Là, on est en train de parler d'un format médian qui est le format Proxy. C'est-à-dire, on parle de magasins de 300 à 500 mètres carrés. C'est des magasins, quand on connaît un peu le paysage urbain marocain, qui ont un potentiel d'expansion extraordinaire parce qu'on peut trouver beaucoup d'opportunités sur ce type de format. Mais c'est un format aujourd'hui dans le groupe qui ne pèse que 5% du chiffre d'affaires du groupe. Un petit format dans le groupe, mais qui présente un potentiel énorme. D'où l'intérêt et l'objectif, et je reviens à votre première question, c'est Abdelrazak, c'est d'abord, le programme permettra d'abord d'accélérer l'expansion. Oui. Au lieu d'ouvrir des magasins nous-mêmes, ben là on peut ouvrir des magasins avec un ensemble de partenaires franchisés. Deux, améliorer la rentabilité, parce que le magasin réalisera une rentabilité meilleure que si on le faisait nous-mêmes. Et trois, apporter une petite pierre peut-être à l'édifice de l'entrepreneuriat dans notre pays, au Maroc, pour des gens qui veulent entreprendre, pour des gens qui veulent investir, pour des gens qui veulent ouvrir des supermarchés. Ils ont à leur disposition un franchiseur qui leur permettra de le faire. Alors la question, combien de magasins jusqu'à présent en franchise? Aujourd'hui, il y en a 9 qui sont en pilote, qui ont confirmé les chiffres qu'on est en train de dire, c'est-à-dire l'amélioration de la performance. Et on a l'ambition d'en ouvrir 270 à horizon 5 ans. Ça générerait combien de chiffre d'affaires à peu près? 3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires qui va être généré sur ce segment-là, format proxy entre 300 et 500 mètres carrés. Vous en avez parlé de Supéco et en regardant un peu vos résultats, mais aussi en assistant à votre conférence de résultats, j'ai compris qu'il y a une offensive du groupe dans les canaux à bas prix, Atacadao, cette nouvelle marque Supéco qui est une marque bas prix, n'est-ce pas? Et la question revient souvent lorsqu'on discute avec les investisseurs, est-ce que ce type d'offensive dans ces marques à bas prix ne peut pas limiter vos marges à court ou moyen terme? Nous, on est un distributeur et notre vocation, c'est de répondre au mieux aux besoins des clients marocains avec tous les critères que peuvent avoir de consommation que peuvent avoir ces clients. Et on a la chance d'être dans un groupe multiformat, multicanal, qui propose plusieurs concepts. Ça va, comme je disais tout à l'heure, d'un petit magasin Supéco de quartier à un hypermarché en passant par des magasins de proximité, des supermarchés, des hypercash, Atacadao, etc. Et chacun de ces concepts répond à une typologie de clients, à une typologie de besoins. Il a son business model et il a ses critères et ses chartes de déploiement. Et il a aussi son programme de déploiement et d'expansion. Pour nous, il est très très important que chaque business model puisse apporter au groupe la rentabilité sans dégrader le consolidé de ce groupe-là. Et je ne parle pas forcément de marge, je parle d'une rentabilité d'excédent brut d'exploitation ou même de résultat d'exploitation. Notre exigence en termes de rentabilité pour tous ces concepts qu'on déploie est la même. Nos taux de rendement aussi est le même, parce qu'on peut parler de BE, mais on peut parler aussi de ROI ou de TRI, parce que chaque concept a un investissement qui lui est propre. On n'investit pas de la même manière dans un Atacadao que dans un hypermarché. On n'investit pas de la même manière dans un Carrefour Express que dans un Carrefour Gourmet. Bien sûr. Et donc on a une composante investissement, on a un business model, mais tous les concepts d'activité, in fine, apportent la même chose au groupe pour ne pas dégrader le mix global de la rentabilité du groupe. Très bien. Un commentaire là-dessus peut-être à Abdelrazak? Comment vous, on va dire, un petit commentaire sur votre niveau d'endettement et aussi sur la politique de dividende, si vous permettez, parce qu'on a vu que vous avez augmenté un peu sensiblement votre dividende ordinaire, qui est maintenant à 96 dirhams. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre politique de dividende pour les années à venir? D'abord sur l'endettement, le groupe a un endettement net de 3 milliards 600 millions de dirhams qui correspond à un taux de gearing d'à peu près 53%, c'est-à-dire on a globalement un endettement net qui est très proche de la valeur de nos capitaux propres. Ça correspond aussi à peu près à 2,15 fois notre EBITDA et
cet endettement-là de 3,6 milliards est inférieur à la valeur des titres de participation qu'on détient sur nos foncières Aradé et Teramis. C'est-à-dire en gros que l'endettement du groupe finance exclusivement nos parts dans le foncier et dans l'immobilier du groupe. Ce qui est une chance pour la Bellevie parce que ça faisait partie aussi de notre vision stratégique, c'est d'avoir une certaine maîtrise du foncier et de l'immobilier dans nos magasins. On ne veut pas externaliser complètement ces fonctions-là, on veut les garder dans le giron du groupe et garder un pied. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai remarqué que votre résultat financier est positif. Donc vous avez 3 milliards d'endettement, mais le résultat financier est positif. Mais vous répondez vous-même à la question. C'est vraiment une chance, je dirais. Ce qui est une chance, mais c'est étudié et c'est voulu de cette manière. Les 3,6 milliards finançant de l'immobilier, ces foncières-là, Teramis et Aradé en l'occurrence, ça revient à dire que c'est une sorte de placement et ces participations apportent des dividendes qui couvrent complètement les charges financières que ça coûte. La dette pour nous étant finançant des foncières qui apportent des dividendes et qui financièrement nous permet d'avoir un résultat financier positif, rentre dans un cadre stratégique, c'est-à-dire de garder un pied et une participation dans ce foncier, dans l'immobilier. Ça nous permet de voir l'avenir aussi sereinement. On ne veut pas externaliser complètement, ça rend le groupe et la distribution plus vulnérables que d'avoir externalisé complètement son foncier et son immobilier. Mais ça permet de dire clairement qu'il y a encore un endettement qui est d'abord complètement maîtrisé, mais qui est peut-être largement possible aujourd'hui de continuer d'avoir un endettement beaucoup plus important pour continuer de financer le développement du groupe. Sur le dividende, on distribue globalement, l'Assemblée générale et le conseil d'administration proposent en général un dividende d'à peu près 50% du résultat consolidé du groupe. 50% parce qu'on veut absolument rétribuer nos actionnaires, mais on veut aussi financer, grâce à nos capacités d'autofinancement, le développement qui arrive. Et on a un plan de développement, une ambition extraordinaire sur le développement des magasins au Maroc qui présentent encore un potentiel extraordinaire. Très bien. Alors, une autre question, on a presque fini. Concernant les perspectives, comment voyez-vous l'avenir? Combien déjà d'ouvertures vous prévoyez en cette année 2024? Et de manière générale, comment voyez-vous l'avenir à court, moyen terme de vos indicateurs? L'année 2024, d'abord, sera une année record en termes d'ouverture, parce qu'on a parlé de tous nos concepts d'activité. On aura des ouvertures sur tous les concepts d'activité. On a déjà beaucoup de magasins qui sont en construction aujourd'hui et je pense que d'ici la fin de l'année, on aura une très très bonne surprise, en tout cas en termes de développement, parce que la stratégie est de développer tous les canaux, tous les formats de distribution, les Supéco, des Supéco jusqu'aux hypermarchés. Nous continuerons cette année 2024 à investir dans le soutien au pouvoir d'achat. On pense réellement qu'il y a aujourd'hui une obligation de continuer d'investir et donc le plan et le dispositif qu'on a mis en place va continuer sur l'année 2024. Surtout que ce même dispositif a donné de bons résultats en 2023 et permet aussi de renforcer la position du groupe en tant qu'acteur citoyen et ancré dans le paysage de la distribution au Maroc. En 2024, nous allons aussi faire aboutir et continuer d'investir dans notre programme de transformation digitale. On a lancé ce programme il y a quelques années et c'est un programme qui se veut être très ambitieux et porter la Bellevie parmi les sociétés qui sont à la pointe de la technologie. On a un volume d'activité aujourd'hui qui fait que la meilleure gestion, une amélioration, une optimisation de la gestion de notre pricing, de notre promotion, de notre assortiment, de notre logistique, etc., devient porteuse de valeur ajoutée énorme. Écoutez, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. On va continuer en deuxième partie de cette émission. Quant à vous, Amin Beniz, je vous remercie encore une fois d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci, à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci Saad Barzakh, merci Saadine. Alors on continue ensemble avec vous, Abdelrazak, cette deuxième partie de l'émission pour parler des résultats des entreprises, surtout les copies qui vont être interpellées pour cette dernière semaine des trimestriels. Alors par quoi voulez-vous qu'on commence? Effectivement, la saison de publication des indicateurs trimestriels vient de se clôturer. Mais il y en a certaines sociétés qui ont publié déjà des résultats détaillés, annuels. Donc, globalement, je pense qu'il
les résultats étaient globalement en ligne, on va dire. On n'a pas eu beaucoup de bonnes surprises. On n'a pas eu beaucoup de mauvaises surprises non plus. Okay. Donc c'est en ligne, ce qui est bien en soi, parce que les attentes étaient élevées. Le MASI, l'année dernière, il a fait 15%, le MASI rentabilité. Et cette année, on est à 7-8%. Donc déjà, le fait que les résultats ne déçoivent pas, est plutôt, c'est bien en soi. Donc pour faire le lien avec tout ce qu'on a discuté les dernières fois, on peut dire que, par exemple, le secteur bancaire était plutôt une confirmation des attentes. Oui. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Si on parle des autres valeurs qu'on avait l'occasion de commenter, aussi c'était plutôt des confirmations. Si on parle d'Allianz, si on parle de TGCC, si on parle de Acdital, toutes ces sociétés-là qui se sont distinguées en ce début d'année, les résultats étaient au rendez-vous et c'est important. Maintenant, ça ouvre la porte à 2024. Okay. Et 2024, les perspectives ils sont aussi positives dans la continuité, ce qu'on a dit depuis le début. Maintenant, si on regarde côté chiffres, sur le chiffre d'affaires global qui a été publié par les sociétés cotées, on remarque qu'il y a une légère amélioration, mais toutefois, ce chiffre il est un peu trompeur. Pourquoi? Parce que si on regarde, il y a beaucoup de sociétés dont le chiffre d'affaires est lié au prix des matières premières. Donc, si on parle de TAQA, si on parle d'Africa Gaz, si on parle de Total, si on parle de Le Sieur, tout ça, c'est des chiffres d'affaires importants qui pèsent beaucoup dans le chiffre global, qui ont baissé beaucoup, mais c'est juste un effet prix sans beaucoup d'importance sur les marges et sur le résultat. Donc, il faut retraiter de ces titres-là, de ces sociétés-là, pour avoir une lecture correcte de l'évolution. Donc l'évolution reste globalement positive. Et vous pensez que sur ce type d'entreprise, on pourrait se retrouver avec des bénéfices publiés en mars bons ou meilleurs que prévu? Les entreprises... Celles-là qui sont dépendantes des matières premières. Naturellement, ils avaient profité. Plutôt, ils avaient profité. Là, ils vont revenir à des niveaux plutôt normatifs. On a vu sur TAQA qui a déjà publié, donc il y a une baisse de 20%. Le Sieur aussi, on a vu que ça baisse. Total, peut-être qu'il y a une stabilité de la marge, mais il y a des éléments exceptionnels liés au Conseil de la concurrence. Donc globalement, plutôt c'est des sociétés matières premières qui vont peut-être revenir à des niveaux plutôt normatifs en termes de résultats. Donc sinon, l'idée aussi c'était ce que je voulais faire, c'est de se concentrer sur les quelques petites surprises, à la fois à la hausse et à la baisse. Allez-y. Alors, par quoi on commence? On commence par les flops, si on peut les appeler ainsi. J'en ai noté deux. C'est un avis personnel. Bien sûr, donc, la première et la plus importante, c'est Managem. Donc Managem, dans la continuité des difficultés de l'année dernière, à partir du problème de Soudan, il y a eu une forte baisse du prix des matières premières, surtout le cobalt. Et donc la continuité, malheureusement, on a vu sur le quatrième trimestre une accélération de cette baisse. En fait, c'est une conjugaison d'un contexte difficile entre la géopolitique et les matières premières qui ont fait, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, mais aussi ça coïncide avec un cycle important en termes d'investissement. Oui. Donc on sait que Managem il est engagé sur des projets ambitieux de développement, notamment le projet de cuivre de Tizerte au Maroc et le projet qui vient d'acquérir au Sénégal. Et c'est des projets qui sont consommateurs de CAPEX. Et donc cette coïncidence entre une baisse de l'activité un peu normative et des besoins en investissement importants, la conséquence, c'est une forte hausse de l'endettement. Oui. Donc voilà, donc c'est un passage, on va dire, difficile pour Managem, mais si on se projette un peu sur le moyen terme avec les projets de développement. Ok, alors une deuxième copie peut-être? La deuxième, c'est la SNEP. Okay. Donc aussi la SNEP, ils avaient profité post-Covid de la forte hausse du PVC, des produits des matières premières. Mais là, il y a un retour à la normale, il y a une baisse peut-être au niveau des volumes. Surtout l'effet prix, il y avait un effet prix qui a pesé. Donc, et ça coïncidait aussi avec l'augmentation de capacité. Et donc, d'après la publication, il y a une forte baisse du chiffre d'affaires sur le T4. Oui. Et donc, sur toute l'année 2023, la situation de la SNEP elle est plutôt compliquée en termes de profitabilité. Très bien. Alors maintenant, les copies qui vous plaisent?
Alors, il y en a deux, c'est des small cap, on va dire, mais quand même, c'est des belles surprises. Alors, la première, c'est Jet Contractors. On en a déjà parlé, mais finalement, on a eu une confirmation, mais plus que ça. Donc, on a eu un bon chiffre d'affaires de l'ordre de 900 millions de dirhams. Vous avez beaucoup parlé de ce secteur-là, du BTP, pendant 2 ou 3 épisodes même. À chaque fois, vous revenez dessus et là, vous avez confirmation de... Oui, on a confirmation on va dire, de TGCC et des autres comme Delta Holding, comme les cimenteries et tout. Mais Jet a été particulièrement une surprise vu qu'il a publié un chiffre d'affaires trimestriel relativement important. Donc, maintenant, sur Jet, il faut être un peu vigilant sur la partie rentabilité et la partie endettement. En tout cas, à surveiller. À surveiller, oui. Et la dernière copie que vous nous présentez? La dernière copie, c'est une société aussi, c'est Groupe Managem, on va dire, c'est la société métallurgique Dimiter, donc la société qui fait exclusivement de l'argent. Donc après plusieurs années, on va dire, de difficultés en termes de teneur et tout, là, on remarque une reprise intéressante parce qu'ils ont publié quand même un chiffre d'affaires qui dépasse 1 milliard de dirhams. Donc, ça fait quand même quelques années qu'ils n'ont pas atteint ce seuil. Et donc, aussi, ce que j'ai apprécié, comme vous savez que je fais particulièrement attention à tout ce qui est génération de cash, tout ce qui est cash flow d'exploitation. Donc, il y a une belle génération de cash sur SMI d'un montant de 400 millions de dirhams à peu près. Donc, ça ouvre le bal à un dividende. Vu que Managem, de l'autre côté, ils ont besoin de cash pour financer les autres projets d'investissement. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que SMI ne revienne pas à la distribution d'un dividende, qu'on peut estimer, si on peut faire l'exercice d'estimation, on peut estimer entre 50 et 100 dirhams. Très bien. On regardera la publication de SMI si c'est conforme à vos attentes ou pas. Merci beaucoup pour Merci ce à toi. tour d'horizon Abdelrazak et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci Adil.